Auréole. Suivez chaque mardi de 15h30 à 16h30 l'émission Ma Commune sur la web radio Auréole. Un seul clic, www.radioauréole.tg. Avec Ma Commune, nous parlons de la participation citoyenne au développement local et communautaire. Bref, de la décentralisation dans tous ses états. Ma commune, c'est ta commune, c'est notre commune. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à ce rendez-vous citoyen, Ma Commune, une émission qui nous permet de parler de la décentralisation, du développement local et de la participation citoyenne au développement. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder des questions liées à la protection de l'environnement et à l'assainissement. Bien sûr, au Togo, d'où nous émettons. Ce sera avec une grande délégation de la NASAP, entendez, Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique. Et quand je parle d'une délégation, c'est tout simplement composé de M. Bitoka Désiré, qui est le chef division communautaire, division communication plutôt, division communication à la NASAP, et l'adjudant de police Agouda Tamien Tagba. Les deux sont de l'Agence nationale de l'assainissement et de salubrité publique. C'est avec eux que nous allons développer cette thématique que je viens de vous annoncer. Et c'est avec votre permission que je m'en vais leur souhaiter la bienvenue, à commencer par Bitoka. Monsieur Bitoka, bienvenue. Merci, Monsieur Jacques. Bonsoir et bonne écoute à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio Auréole. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi plutôt. Est-ce que je vais continuer par répéter adjudant-chef, avec votre permission, je vais le faire ainsi. Adjudant de police plutôt, Agouda Tamien. Bienvenue. Merci beaucoup et à vous et bonne écoute à toute la population. Merci. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la salubrité publique, nous allons parler de la protection de l'environnement et surtout de la nuisance sonore. Vous savez que c'est d'actualité, ce sujet-là. Mais avant d'aller à ces différents détails, je voudrais tout simplement m'adresser à M. Bitoka, histoire de savoir concrètement quel est le rôle qui est assigné à la NASAP dans la gestion de l'assainissement et autres au Togo. Merci, Monsieur Jacques. Votre question m'amène directement à me plonger dans l'arrêté créant la NASAP, le décret plutôt créant la NASAP. Donc, la NASAP est créée depuis 2013 par décret. Et donc, à la création, c'est un organe d'appui conseil et d'aide à la prise de décision en matière d'assainissement et de salubrité publique. Donc, l'objectif principal pour lequel l'autorité a créé la NASAP est de créer et maintenir un cadre de vie de meilleure qualité favorable à la population togolaise. Vous n'êtes pas sans savoir que les questions d'assainissement et de salubrité publique et les questions de santé sont intrinsèquement liées, d'où l'importance vraiment de se pencher sur cette thématique afin de donner de meilleures conditions de vie à la population. Donc, à ce titre, la NASAP promeut, veille, assure à la concertation, à la coordination et au contrôle de toutes les actions et interventions en matière d'assainissement et de salubrité publique. Concrètement, qu'est-ce que nous faisons sur le terrain? Nous nous intéressons d'abord aux questions de salubrité, la gestion des déchets urbains. À travers la collecte, aujourd'hui, nous sommes chargés de la collecte et du transport du déchet. Depuis la loi relative à la décentralisation de 2019, elle est claire, elle confère à la NASAP ce pouvoir de transporter les déchets précollectés par les communes. Donc, la NASAP est au niveau de transport des déchets, des décharges intermédiaires vers la décharge finale d'AKP.
Et cette mission se fait dans les 6 communes d'Aguanivé et dans la commune du Golfe 7. À part ça, nous sommes également dans la sensibilisation pour un changement de comportement. Là, ça fait partie de vos activités. Ça fait partie de nos activités. Mais les prérogatives qui vous sont, en tout cas, déléguées, c'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait. Il s'agit de transporter les déchets. Ça, c'est à partir de 2019 que cette prérogative est venue. Sinon, à la base, nous gérions globalement les déchets dans les espaces publics, les espaces verts, l'entretien des bassins, l'entretien des voies et places publiques, la sensibilisation pour un changement de comportement, mais également la lutte contre toutes sortes de nuisances, que ce soit les nuisances visuelles, olfactives, sonores, etc., à travers notre brigade de salubrité publique. Donc la NAZAP a aussi le rôle de lutter contre les nuisances. Tout à fait. Nous allons, dans le développement, nous allons revenir sur ça et parler de cette entité qui est vraiment dédiée à cette gestion. Je veux bien parler de la brigade de salubrité publique. Et aujourd'hui, comment est-ce que la NAZAP se porte? Comment est-ce que l'agence se porte-t-elle aujourd'hui? Bon, je dirais la NAZAP se porte bien. Vous-même, vous allez le remarquer sur le terrain. La NAZAP fait ce qu'elle peut pour répondre vraiment à cette mission. Quand bien même, vous savez, le domaine de l'assainissement et de la salubrité publique est un domaine assez vaste. Et donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous maîtrisons ou nous avons la maîtrise de l'assainissement dans la main, mais ce que la NAZAP se bat à travers les moyens qu'elle dispose pour vraiment essayer d'offrir un cadre de vie de meilleure population en attendant que vraiment la thématique ne soit cernée, que ce soit non seulement Lomé, mais également à l'intérieur du pays, où les problèmes sont partagés. Les problèmes sont partagés. Alors, s'il faut faire l'état des lieux, disons, nous sommes pratiquement au 6e mois. Nous sommes en train d'aller vers la fin, puisque déjà quand on est au 17 aujourd'hui, il reste probablement, en tout cas, disons, peut-être 13 jours, disons une dizaine de jours, et on est à la fin de ce mois. Pour dire qu'on est pratiquement à la fin du premier semestre, et s'il faut faire l'état des lieux de ce que vous avez mené comme action, de ce que vous avez fait comme activité et en faveur de la population et dans cette logique de l'assainissement, qu'est-ce qu'on peut dire? En tout cas, beaucoup de choses ont été faites et nous continuerons de le faire. Mais déjà pour ce premier semestre, j'ai déjà cité un bon nombre d'activités que nous faisons. C'est des activités routinières que nous continuons de faire, notamment la gestion des déchets urbains. Dans les villes, vous allez, dans les quartiers, vous allez voir nos éléments en train de gérer tout ce qui est déchets des espaces publics. Vous allez voir également, nous avons des jardiniers pour l'entretien des espaces verts que nous avons créés. Je peux vous citer seulement quelques carrefours, notamment le carrefour GTA, vous l'avez vu, il est réaménagé aujourd'hui en espace vert, le carrefour de la Colombe de la Paix, le long du boulevard Gnassingbé-Yadema, qui part du carrefour Colombe de la Paix vers le côté nord de la ville, à Guainivé, pour ne citer que ces espaces verts-là. Nous sommes également dans l'entretien, surtout dans cette période de pluie, l'entretien des bassins d'orage. Vous savez, nous avons depuis un moment dans notre pays opté pour la construction des bassins pour retenir les eaux pluviales, justement. Et donc, la NAZAP se penche plus dans le maintien et l'entretien de ces ouvrages-là pour les débarrasser de tout ce qui est immondice qui vient réduire la capacité de rétention de ces ouvrages-là. Donc, en amont, nous faisons ces entretiens pour préparer ces bassins à recevoir le trop plein d'eau. Mais également, nous appuyons d'autres acteurs, notamment les sapeurs-pompiers, la NPC, pour des situations d'urgence, en mettant à leur disposition des pompes de grande capacité de pompage, surtout en cette période pluviale, pour essayer de soulager nos populations. Mais également, nous continuons nos actions de sensibilisation pour un changement de comportement, notamment notre cible aujourd'hui, elle est grande, que ce soit dans les écoles, avec les leaders communautaires, dans les marchés. Bref, toute organisation humaine nous intéresse parce que les questions relatives à l'assainissement de la salubrité publique sont vraiment transversales et concernent tout le monde. Également, la répression continue. Nous recevons des plaintes au niveau de la NAZAP que nous gérons, des plaintes liées à ces actes que je viens de citer, peut-être la mauvaise gestion des ordures, le rejet des eaux usées sur la voie publique, l'enfouissement des déchets, les actes inciviques, voilà, donc c'est plein d'actes que nous recevons à travers notre ligne verte que nous avons, où les gens nous appellent gratuitement 8204. Donc les plaintes nous parviennent que ce soit par cette ligne ou par déposition physique à l'agence. Les gens viennent faire des dépositions physiques
Et c'est de l'apanage purement et simplement de la direction de communication et de la brigade qui font d'abord un travail de sensibilisation et en plus un travail de répression si nous ne trouvons pas des compromis au niveau de la sensibilisation. Donc, durant ce premier trimestre, nous continuons les activités, le transport des déchets, comme je l'ai dit, qui nous a été conféré par le décret 2019, continue des décharges intermédiaires vers Akepe pour le compte des communes d'Agoé niveau 1 à 6 et de la commune du Golfe 7. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est de bonne guerre. Pour continuer, vous avez parlé de la brigade de salubrité publique et j'aimerais cette fois me tourner vers l'adjudant de police qui est membre de cette brigade, Monsieur Agouda Tchamien. Oui. J'écorche votre nom et vous m'excusez, Agouda Tchamien. Je pense que cette fois, ça va aller. Alors, parlez-nous un peu de la mission qui est assignée à la brigade de l'assainissement ou d'assainissement. Brigade de la salubrité publique. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et comme mon frère vient de le dire, la brigade a été créée, comme il venait de le dire, au sein de la NASAP. L'autorité a vu l'importance de la brigade et au sein de la NASAP, il a créé la brigade pour certaines infractions parce que nous savons de nos jours que la population togolaise, il faut un peu de pression, sinon ça ne va pas aller. Donc c'est pourquoi l'autorité a un peu de rigueur. Voilà, c'est ça. Donc on a créé la brigade en 2016 qui accompagne effectivement la NASAP. Alors, et quelle est la mission qui vous est concrètement assignée au sein de cette brigade? Merci beaucoup. Au sein de cette brigade, nous avons une large prérogative. Nous avons beaucoup de missions. Et parlant des missions, comme nous venons de le dire, nous passons par... et on punit aussi les rejets des eaux, comme il venait de le dire. M. Bitoka venait de le dire. Rejet des eaux, là, je vais bien comprendre parce que là, ça devient intéressant. Rejet des eaux, par exemple, usées des ménages sur la route. Usées. Donc, si par exemple, une dame finit de préparer ou de faire la cuisine et qui a l'eau usée, elle sort, elle jette ça devant sa devanture, ça veut dire qu'elle est en infraction. Elle est en infraction, voilà. Et là, si quelqu'un venait venait vous informer de ce cas, ça veut dire que la dame est punie. Oui, souvent, nous ne croisons pas ça spontanément, mais souvent, c'est par des plaintes. Le numéro vert. Ou bien le numéro vert ou bien les dépôts physiques. Les gens viennent et nous allons vers ces maisons ou bien vers ces personnes-là. Nous discutons avec eux. Et comme il venait de le dire, si ça ne passe pas à la sensibilisation, il y a des amendes. Des amendes? Oui. OK. Alors, il y a beaucoup, comme nous venons de le dire, il y a les WC non protégés, il y a le déversement des eaux, des douches sur la route. Les gens se douchent à la maison et ils ont des eaux, des douches, ils viennent verser sur la route. Donc, nous punissons aussi ces actes. Il y a la nuisance sonore, comme nous allons arriver. Oui. Déversement des bouts de vidange. Par exemple, les voitures qui sortent des maisons qui vont vidanger les eaux, des déchets. Et au cours de route, ils déversent ça en allant. Donc, c'est la brigade qui s'occupe de ça aussi. Nous les arrêtons, nous les demandons de faire ce qu'il faut. Et s'ils ne le font pas, nous les sanctionnons aussi. Oui. Et il y a la salissure de la voie publique. Par exemple, il y a les sables, la population, ou bien un individu peut vouloir construire une maison sa maison est en face de la route. Maintenant, il va déverser le sable pour construire. Oui. En versant, il y a des mesures qu'il doit prendre avant de déverser le sable. Peut-être mettre des bâches pour que le sable ne rentre pas dans les caniveaux. Sinon, ça risque de boucher les caniveaux et là, l'eau ne va pas couler. Et c'est ça qui cause... Présentement, c'est notre... Donc, ça devient récurrent. Voilà. Oui, et je comprends pourquoi. Parce que, bon, avec l'urbanisation,
on prend par exemple la ville d'Agoué, beaucoup d'endroits en tout cas, deviennent tout simplement restreints, ou soit c'est la route, vous sortez de votre maison, vous allez directement sur une route qui est bitumée, et là, c'est parfois difficile quand vous voulez faire une construction, d'amener le sable, de verser sans que vous n'ayez en contact, en tout cas, vous ne soyez en contact des carnivores. Maintenant, voilà, c'est les mesures qu'il faut nécessairement que chacun prenne. Voilà. Donc, dans la continuité... On va vous revenir. Dans la continuité, il y a aussi l'installation anarchique de nos sœurs, de nos frères, des installations. Vous allez voir, beaucoup de femmes sont installées au bord de la route. Les oranges, les papayes, les fruits. Ça aussi, c'est la NASAP qui s'occupe de ça. Donc, ça veut dire que si ma soeur est au bord de la route, à côté de la station Soumayaf, ou je ne sais pas, je ne vais pas faire de la publicité gratuite, sinon, à côté de la route ici, ça veut dire que quand la NASAP voit, la brigade vient dégager. Oui, là, quand ça, c'est au cours de nos patrouilles régaliennes, nous faisons la patrouille chaque jour. Quand nous voyons ces gens, nous essayons de leur montrer la limite. On essaie de les montrer. Donc, il y a une limite, au fait. Mais ils ne respectent pas, soi-disant, les clientèles. S'il dépose ici, les gens ne vont pas acheter, il est obligé de venir sur la route. Donc ça fait, présentement, nous sommes en guerre avec eux parce qu'ils ne veulent pas comprendre les actes inciviques dont nous sommes en train de parler. Ça, c'est important, parce que ça, c'est un grand sujet. Parce qu'il faut reconnaître aussi que les bonnes dames, avec les marchés, quand on prend par exemple le marché d'Agoyassié, qui a connu de l'incendie, je vais le dire ainsi, parce que jusque-là, les enquêtes ne sont pas totalement, on n'a pas encore les résultats des enquêtes pour dire que c'est quelqu'un qui l'a fait. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que c'est des erreurs électriques. Mais jusque-là, le marché n'est pas encore construit. C'est en construction. Il y a le projet pour avoir eu l'occasion d'assister à la présentation du projet de construction de ce marché-là. On sait que c'est en construction. Maintenant, il y a les autres. On a demandé aux dames d'aller, en tout cas de l'autre côté où on a aménagé. Le dépôt de l'Ansat. On parle de l'emplacement Togo-Grain. Voilà. Alors, il y en a aussi qui se plaignent de ce que quand il pleut, c'est très difficile de rester, de siéger en tout cas là-bas. Et c'est peut-être à cause de ça que vous retrouvez les dames sur les marchés, dans les bordures des routes, j'allais dire sur les routes, dans les bordures des routes. Maintenant, je me demande comment est-ce que vous allez concilier cette communication et la réalité que les dames vivent actuellement par rapport à certains marchés qui ont connu de l'incendie. Peut-être, je ne fais pas l'avocat du diable, mais comment est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est une répression? Est-ce que c'est tout simplement, comme on le voit, on vous dégage et puis c'est fini? Parce qu'après tout, la bonne dame, qu'est-ce qu'elle va manger après? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser, même si on veut que la ville soit propre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça, vous faites l'avocat du diable, mais c'est nécessaire, c'est important aussi. Et il y a des cas, on dit, bon, il n'y a pas de règles sans exception. Il y a ça aussi que nous, la brigade, nous essayons de voir. Parce que le cas de Assié, avant que le marché ne soit brûlé, nous mettons de rigueur. Mais actuellement, c'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation. Nous mettons la sensibilisation, il n'y a pas de répression. C'est la sensibilisation. À chaque fois, nous passons, nous leur donnons des exemples. Nous leur donnons des exemples. Voyez là où vous êtes. Si tout à l'heure, une voiture dérape, vous n'êtes plus là. Bon, ce n'est pas parce que vous allez vendre pour aller vivre. Mais si vous vendez et vous n'arrivez pas à vivre, ce n'est pas bien. Donc, alors, respectez certaines choses que nous sommes en train de vous dire parce que nous avons de l'expérience par rapport à ça. Donc, ça fait que le cas d'Assié, disons que nous regardons dedans comment nous intervenons, nous regardons dedans toujours. Maintenant, la suite de ces actes ou bien de nos missions, il y a aussi, au jour d'aujourd'hui, les histoires de Gakobouboulé, les vendeurs de ferraille, là. Vraiment, ferraille rouillée, tout ça, là, ils gâtent vraiment les routes et ils polluent carrément. En fait, ça dit qu'en faisant... En découpant les rails,
Ils sont sur la voie. Souvent, c'est sur la voie ils font ça. Il y a certaines qui ont des clôtures. Ils travaillent dans les clôtures et ils font leur... Il y en a qui s'installent sur la voie publique. Sur la voie publique. Oui, tu vas voir, ils sont en train de faire ici. C'est qu'on était dans une émission... Donc, on va revenir là-dessus. On va revenir. C'est des thématiques qu'il faut qu'on développe. On va revenir là-dessus, faire des reportages. Si vous le voulez bien, on va faire des reportages en la matière parce que d'ailleurs, ça fait partie de nos programmes dans cette émission. C'est tout un projet, Ma Commune, des reportages et l'émission dans laquelle nous sommes en train de nous entretenir. C'est une activité aussi qui gangrène et tout le monde veut rentrer dedans. Donc, ce qui fait que les gens s'installent n'importe où. Donc, nous sommes très aussi... Regardons là-dessus. Par rapport à ça. Merci beaucoup. Je ne savais pas qu'il y a... En tout cas, je découvre toujours quand j'invite les acteurs de la NASAP. Alors, Monsieur Bitoka, je veux bien revenir là-dessus. Quand ce qu'il vient de citer, ce que l'adjudant vient de citer, l'adjudant Agouda Tchamien vient de citer, est-ce qu'on peut les appeler des actes inciviques? Oui, nous pouvons les mettre dans ce que nous appelons les actes inciviques, puisque c'est des actes qui vont à l'encontre ou qui avilissent ou inhibent les efforts des gouvernants, malgré les efforts que l'autorité ou le gouvernement a déployés en termes d'assainissement de cadre de vie. Tous ces actes contribuent à vraiment remettre en cause ces efforts. Et donc, c'est des actes inciviques, et comme l'adjudant l'a dit, la brigade, si je peux me permettre de revenir à la suite de l'adjudant, nous pouvons la résumer, comme il a dit, comme le bras armé de l'agence. Qui est le bras armé de la NASAP, qui est là pour donner un appui logistique en termes de sensibilisation, en termes de répression. Et également, elle veille au respect des normes, comme l'adjudant l'a dit, en termes d'assainissement et de salubrité publique. Tout ce qui est norme, vous devrez respecter. C'est la brigade qui est derrière. Je le dis et je le répète, comme l'adjudant l'a dit, ce n'est pas que la répression, mais la brigade est également dans une logique de sensibilisation accrue. Que la répression ne vient qu'en dernier ressort. Vous êtes d'accord avec nous que lors de nos sorties, il y a certains de nos concitoyens où la simple sensibilisation lui permet de comprendre et tout de suite de changer le comportement. Mais d'autres, vous pouvez tout faire, vous pouvez lui donner des solutions alternatives, il ne va jamais changer. Et devant ces cas de citoyens, il faut forcément la répression pour le ramener à la raison. Il y en a qui ont besoin de ça. Bien sûr, c'est très important. Pour nous, à la brigade, il s'agit de manier la sensibilisation, c'est la carotte, et la répression, c'est le bâton. Donc, c'est une politique d'utilisation de la carotte et du bâton. Donc, voilà. Et c'est la brigade de salubrité publique qui se charge de ce côté-là, de ce volet-là. Alors, la dernière fois, je ne sais pas s'il faut parler d'image, mais j'ai eu l'occasion d'aller, de me rendre à une retenue d'eau, en tout cas, où il y avait eu, c'est un décès. On avait repêché un corps sans vie. Et quand moi je passais, j'ai vu les agents, j'ai vu la police, quand j'ai vu les gens, en tout cas, qui étaient là pour constater les faits, il y avait une délégation de la commune, du Golfe 5, et il y avait aussi une délégation de la NASAP, et puis la police. Bon, peut-être que la brigade était aussi informée. Maintenant, ça m'a permis de constater quelque chose. Ça dit que je pense que c'est la NASAP qui s'occupe de, comme vous l'avez dit, de dégager l'entretien des bassins, justement. L'entretien des bassins. Et d'abord, ce qui m'a un peu choqué, c'est-à-dire que la quantité des plastiques, des déchets plastiques, que ce soit des bidons plastiques, sur ce que j'ai pu observer, franchement, j'ai pris quand même une image de ça. Mais après, quand je suis, il a plu. J'ai constaté encore la même quantité maintenant sur l'eau. Je ne sais pas si ANASAP a pris du temps pour dégager ce qu'il avait déjà, pu déplacer sur l'eau. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait un tas de plastique qui était dégagé à être... Justement, je vous comprends parfaitement. Vous êtes en train là vous-même en tant que citoyen lambda, cela vous permet de voir
l'ampleur de phénomène auquel nous faisons face, surtout en saison pluvieuse. Sinon, c'est sérieux. Ce que j'ai vu, c'est sérieux. C'est pour vous expliquer que tous les bassins que vous voyez sont interconnectés. Et il y a des ouvrages de drainage de ces eaux pluviales-là qui viennent dans ces bassins qui sont interconnectés. Et donc, à chaque pluie, vous allez voir que tout ce qui est déchets de surface se retrouve soit dans les caniveaux, et tout ça est drainé vers les bassins. Et à chaque pluie, le phénomène, la NASA peut le faire. À chaque semaine, nos éléments sont là, vous allez voir entretenir. Mais vous verrez qu'à toute pluie, il y a encore ces déchets qui viennent. Je me suis posé la question, est-ce que c'est la même quantité ou bien on n'a pas pu déplacer ça et la pluie a ramené... Non, c'est d'autres quantités. Mais si c'est d'autres quantités, là, c'est grave. Justement, c'est le défi que nous faisons face. Si c'est d'autres quantités, là, c'est grave. Et cela relève un problème de communication, de sensibilisation, au fait. Ailleurs, malheureusement, nous déplorons cela. Il y a certains de nos concitoyens, ils attendent, c'est quand il pleut qu'il faut se débarrasser de leurs déchets. Ils ont des sacs poubelles dans leur maison, des déchets, et quand il pleut, ils sont à côté des caniveaux. Ils trouvent l'occasion de mettre les déchets pour que cela soit véhiculé, c'est ce qu'ils se disent, sans oublier le revers de la médaille, parce que tôt ou tard, les conséquences néfastes de la mauvaise gestion de ces ordures nous reviennent. Donc, c'est des actes vraiment qui donnent du fil à retordre dans la NASA. Mais nous faisons de tout ce que nous pouvons, surtout aujourd'hui dans le contexte de la décentralisation. Nous travaillons de parfaite collaboration avec les communes pour intensifier ces actions de communication, mais également pour mettre en œuvre des stratégies de récupération de ces déchets-là. Parce que ce que vous venez d'énumérer tout à l'heure, les évians, les bidons d'évian, les sachets plastiques légers, tout ça, sont des déchets qu'on peut récupérer et qui peuvent être recyclés. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle, au niveau de la NASAP, et je salue par ici la clairvoyance, la vigilance et le leadership de notre premier responsable, le directeur général de la NASAP, qui a pensé mettre en place une initiative de récupération de ces déchets plastiques à travers un projet que nous appelons Togo sans déchets plastiques. Donc, c'est un déchet qui est en phase expérimentale actuellement au niveau de la NASAP et qui consiste à racheter les déchets plastiques au ménage. Autrement dit, si à la maison, votre femme va faire les empreintes, elle revient avec les sacs plastiques, elle ne doit pas se débarrasser de ces plastiques-là dans la nature. Il faut les mettre quelque part et à une quantité donnée. Soit les équipes de la NASAP viennent vers elle pour l'acheter ça si la quantité est importante, soit elle se déplace avec au niveau de nos kiosques. Nous sommes en train d'installer des kiosques d'achat de ces déchets-là. Des déchets plastiques? Voilà, des déchets plastiques. Okay. Donc, c'est pour éviter vraiment la prolifération. L'idée derrière, c'est d'éviter la prolifération des déchets plastiques dans la nature. Et permettre également une économie circulaire, parce que vous savez que ces déchets-là rentrent dans la production d'autres biens, dans les usines de valorisation et de transformation de ces déchets-là. Ouais. Donc, nous sommes en train de mettre en place toutes les stratégies pour vraiment limiter la prolifération de ces déchets, à l'instar de ce qui est aujourd'hui fait des ferrailles, dont l'adjudant a évoqué tout à l'heure. Vous savez que la ferraille aujourd'hui est devenue une denrée rare et très chère. Donc, en donnant de la valeur à ces déchets plastiques, vous allez aussi, à l'instar des ferrailles, vont permettre d'acheter les déchets plastiques et les mettre à disposition. Non, pas des ferrailles. Je donnais l'exemple des ferrailles aujourd'hui qui sont rares dans la nature parce qu'on a su donner une valeur, ils sont recyclés. Donc, à l'instar de ces ferrailles, nous voulons faire de même pour les déchets plastiques, pour que ces déchets plastiques prennent de la valeur et que nos citoyens sachent que désormais, quand j'ai un plastique, je le mets quelque part à une certaine quantité. Je contribue non seulement à rendre propre mon environnement, mais également je gagne quelque chose derrière en termes d'argent. Okay. Donc, l'adjudant voulait ajouter quelque chose. Donc, vous pouvez y aller. C'est bon. Alors, là, il y avait aussi une autre question qui continue à me tarauder l'esprit, c'est de savoir comment est-ce que vous faites ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce phénomène aussi soit soit davantage réduit. Je veux parler des odeurs. Souvent, quand les véhicules qui transportent les déchets, juste après qu'ils soient passés, avant que vous ne soyez à cet endroit, mais la route, vous ne pouvez pas, c'est parfois difficile de pratiquer. Quand c'est surtout en saison pluvieuse, est-ce qu'il n'y a rien à faire là-dessus? Ou bien là, je voudrais bien que l'adjudant nous aide là. Parce que c'est vous, quand nous on fait, vous nous attrapez, mais d'accord, c'est des véhicules. Je sais que ce n'est pas seulement les véhicules de la NASA. Comment ça se fait? Oui, merci beaucoup. En fait, il n'y a pas seulement que les véhicules de la NASA. Il y a le DAGLO aussi qui fait
transport des déchets avec la RATP. Et parlons des nuisances, ça c'est les nuisances olfatives, je pense. Donc, et ça c'est un cas un peu difficile. Et dans les pays, c'est un pays que nous connaissons. Et ces voitures-là ont une route carrément différente. Maintenant, parlons de notre cas au Togo. C'est la sensibilisation, comme nous sommes en train de le dire. Nous parlons sensibiliser les transporteurs ou les entreprises qui sont habilitées, autorisées à et les transporteurs et les sociétés. Nous faisons des sensibilisations avec eux, comment il faut essayer de mettre des plastiques. Est-ce que c'est d'abord moi ce que je veux savoir, est-ce que c'est possible d'endiguer le phénomène? Est-ce que c'est possible que, par exemple, quand un véhicule passe, que l'eau ne chante plus, par exemple, sur la route? Est-ce que ça c'est possible? Il faut qu'on se dise quand cela même, pose également un problème logistique voilà. parce que vous voyez dans quelles conditions ces camions sont parfois. Il faut que ce soit des camions robustes qui tiennent et des camions surtout étanches. Voilà, donc l'étanchéité pose énormément de problèmes. Et donc pour le moment, comme l'agent l'a dit, nous sommes dans une phase de sensibilisation avec tous ces acteurs-là. Sinon, nous vivons les mêmes phénomènes que vous sur les voies, nous voyons ce qui se passe. Donc nous sommes, comme je l'ai dit, dans le respect, nous sommes dans le suivi du respect des normes. Nous interpellons ceux qui sont dans les cas et nous faisons vraiment de la sensibilisation pour que le phénomène soit vraiment revu. Okay. On va cette fois parler de notre phénomène qui est la nuisance sonore, un phénomène aussi qui aujourd'hui, lorsqu'on en parle, qui fait poser beaucoup de questions. Alors, très rapidement, je veux peut-être à ce niveau m'adresser à l'adjudant. En tout cas, aujourd'hui, quand on parle de nuisance sonore, qu'est-ce qu'on peut qualifier ainsi? Merci beaucoup. Bon, et pour définir la nuisance, je pense que ce sont des bruits, et ce sont des bruits qui excèdent, je pense, qui trouvent la tranquillité de la population. Voilà, c'est en définition simple, c'est ce que je peux dire. Oui, et donc aujourd'hui, quelles sont les sources? Qu'est-ce qui peut provoquer ça? Est-ce que c'est l'homme qui est à la base en tout cas, ces nuisances-là? Est-ce que c'est tout simplement la nature? Comment est-ce qu'on peut... Oui, les sources de nuisances, il y en a, ce n'est pas seulement que l'homme, mais il y a des motos, il y a des voitures, il y a des animaux. Voilà. Donc, par exemple, les voitures qui roulent sans pot d'échappement, qui sont communément appelées gozo. Tout ce qu'ils font avec il y a des heures, ils ne doivent pas le faire. Donc, ça, ce sont des nuisances aussi. Il y a les nuisances provenant des bars, provenant des animaux. Il y a les gens qui vivent avec les animaux. Donc tout ça, là, ça fait partie des nuisances. Quand vous avez, par exemple, je ne sais pas, un poulailler, une ferme en pleine agglomération, ça veut dire que la personne est en infraction, en fait, c'est ça? Pas automatiquement en infraction, si vous me permettez de prendre la parole. Oui, vous pour dire qu'il y a un seuil avant de définir une nuisance. Comme vous le dites, le fait de faire le levage n'est pas systématiquement une nuisance. Mais c'est quand le bruit issu de ces animaux commence par dépasser un certain seuil, nous allons revenir après, que cela peut être qualifié de nuisance. Si vous êtes dans votre chambre, que vous jouez votre musique, que c'est vous seul qui entendez, quand bien même c'est de la musique, ça fait du bruit dans votre chambre, que ça ne dérange pas, ça ne dépasse pas le seuil prévu, vous n'êtes pas dans un cas de nuisance. Donc c'est quand cela va au-delà des décibels admis que nous sommes dans les cas de nuisance. Et comme source de nuisance, comme dans la cité, je voudrais bien ajouter certains travaux liés à l'activité humaine, comme les activités de scierie, les moulins. Et il a déjà dit, les lieux de culte aujourd'hui, ne nous voilons pas la face, que ce soit nos mosquées ou nos églises, sont aujourd'hui de véritables sources de produits. De nuisance au Togo. C'est pour cela d'ailleurs que l'autorité a vraiment, depuis le 20 février, a sorti cet arrêté interministériel qui a été signé portant réglementation de l'émission de bruit en République togolaise.
il faut le noter, ça existait, mais le fait que l'autorité revienne sur le test, vraiment ressort de la recrudescence du phénomène qui devient vraiment un trouble à l'ordre public. Donc, justement, c'est ce que j'ai voulu acheter. Oui, justement, par rapport à cet arrêté, en tout cas, par rapport à l'application même de l'arrêté, il y a beaucoup de questions aussi qui se posent. C'est comme comme on le dit souvent, deux poids, deux mesures. Bon, avant d'aller même, d'arriver, je peux dire, aux sanctions, à des différents modes de répression et tout, je voudrais aussi essayer de comprendre, par exemple, quand on prend une société, parce que j'ai vu, il y a eu un cas comme ça où un entrepreneur, ça dit qu'avec beaucoup d'investissements qu'ils ont fait, hein, ils ont vu leur entreprise fermer tout simplement. Je ne sais pas si c'est vous qui fermez, si c'est la NASA qui se charge de fermer. Et quand il y a ces situations-là, qui on est parti voir, mais j'avoue qu'il a été vraiment... Il y a eu une grande mobilisation de fonds, mais il y avait entre autres des moulins. Et apparemment, c'est un propriétaire, un cohabitant qui est parti se plaindre. Et plusieurs fois, on est revenu leur donner l'ultimatum. Et après, il a fallu qu'ils quittent les lieux. Et malheureusement, ils ont été sommés de quitter. Et puis, c'est fini. Ils étaient obligés de partir. Alors, dans ce cas-là, est-ce que c'est la loi qui demande nécessairement d'aller dans ce sens, ou bien pour créer une entreprise aujourd'hui, il faut nécessairement tenir compte de ces bruits, tout ça là? Où est-ce qu'on en arrive avec cette logique, oui? Je voudrais rappeler que la loi a prédéfini ou a défini les conditions d'installation d'un certain nombre d'usines. Le cadre spécifique de cette usine que vous venez de dénoncer tout à l'heure, si je veux bien comprendre, ça veut dire que c'était une unité de transformation. Ça veut dire que qui émet des bruits. Et ça émettait des bruits qui dérangeaient quand même. Et donc, la loi dit, de ces usines qui produisent énormément de bruit, l'implantation est soumise préalablement à une autorisation de l'autorité et des services techniques qui en font une étude pour voir si les décibels, le bruit émis de ces activités ne vont pas au-delà du seuil normal pour être dans le cas de nuisance sonore. Okay. Si l'entreprise se trouve dans ce cas spécifique et malgré les sommations de revoir, malheureusement, la loi au niveau des sanctions autorise à amener l'entreprise à cesser provisoirement d'abord ses activités pour une période de 3 mois. Et si cela continue, cela peut conduire à une cessation définitive des activités. Donc, pour le cas spécifique de l'entreprise, c'est ce que je peux dire, puisque je ne sais pas si est-ce que l'entreprise a respecté les conditions d'installation légale. Est-ce que les services techniques ont fait des études préalables et ont permis l'installation? Est-ce que les décibels et des bruits qui sont issus des activités ont été mesurés? Est-ce qu'ils ne se trouvent pas dans un cas de nuisance sonore? C'est autant d'interrogations que je ne pourrais souligner. Oui, très rapidement, par rapport à cette question, et pour profiter, monsieur l'adjudant, nous donner une idée de, quand on parle de seuil, jusqu'à quel point on peut être puni, jusqu'à quel point on tombe sous le coup de la loi. Merci beaucoup. Et par rapport à votre question, je vais augmenter un peu sur ce que M. Boutoka vient de dire. Quand on parle d'usine, on voit la grandeur de l'usine. Donc il y a des petites unités de transformation. Par exemple, aujourd'hui, il y a des menuiseries, il y a des ferrailleurs, tout ça là. Ça, c'est des choses qui se mélangent avec... non, on ne peut pas laisser passer, mais qui sont mélangées avec la population. Oui. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on parle de l'usine, on voit la grandeur. Aujourd'hui, l'État a défini des endroits où ces usines doivent être implantées. Par exemple, si vous parlez d'une grande usine qui émet des bruits, il ne doit pas être en agglomération, il ne doit pas être avec ou bien dans la population. Est-ce que vous comprenez? Il y a la zone portuaire, il y a PIA aussi qui est aménagé pour ça. Il y a des endroits où il y a des grandes entreprises qui doivent s'implanter. Est-ce que vous voyez? Mais la nuisance dont nous sommes en train de parler ici, c'est ceux avec qui nous sommes, c'est-à-dire qui sont proches de nous, qui sont dans les maisons, qui sont plantés dans les maisons. C'est ce que nous sommes en train de dire, les menuiseries, les scieries, les ferrailleurs. Ça passe souvent inaperçu, mais ça dérange. Avant, il y a des moulins, même si tu es à 1000 mètres, et ça va te déranger. Mais maintenant, il y a des moulins, on a mis des silencieux dedans, ça, il y a eu des renouvellements. Donc, ça fait que on va vous amener à comprendre que votre moulin ou bien vos machines que vous utilisez dérangent. Et que quand on les envoie souvent vers ces gens qui vendent et on les montre vraiment une de solution. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est carrément, quand on parle d'usine, c'est carrément différent de ce que nous sommes en train de dire. Quand c'est une grande usine, il n'est pas avec la population. Ils ne sont pas avec la population, ce n'est pas autorisé.
Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, Allez-y. ok. Maintenant, par rapport au seuil dont vous êtes en train de dire, il y a le législateur qui a mis les choses en place. Et il y a ces tests existaient, comme M. Bitouka venait de le dire, mais il y a en matière de nuisance sonore, il y a un arrêté qui venait de sortir qui définit tout et qu'on doit respecter. Il y a la population, il y a certains qui demandent qu'on doit publier ça, mais eux-mêmes ne cherchent pas. Si vous allez sur l'Internet partout, vous allez trouver ces normes que vous allez respecter, je pense. Et par exemple, si on prend les moulins et les scieries dont on parle, il y a la réglementation. De 6h à 22h, on parle de 70 décibels. Est-ce que vous comprenez? Quand vous mesurez avec l'appareil, vous devez trouver 70 décibels. Maintenant, il y a de 22h à 6h du matin qui est à 55 décibels. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a certaines entreprises, mais non, c'est pas de certains citoyens qui ne connaissent même pas. Qui n'ont pas cette notion ils ne connaissent même pas. Mais bon, ça c'est normal. Quand ils veulent faire leur activité, ils quittent seulement, ils disent, bon, par exemple, un bar, ils quittent seulement, ils viennent, bon, je vais ouvrir un bar, ils ouvrent, sans chercher à connaître, au fait, ce que l'activité que je veux mener, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Ils ne savent pas. Donc, nous, on ne va pas aussi tout à l'heure arriver et commencer par dire non. Il y a des choses que nous respectons. Voilà. Donc, on va les montrer, on les convoque premièrement, ils viennent, on les montre ce qu'il faut respecter. Par exemple, ce que je venais de dire, de telle heure, de 6h à 22h, vous devez respecter. De 22h à 6h du matin, ce qu'il faut respecter. Maintenant, il y a les bars et les buvettes, où sur leur cas, c'est différent. Parce que les bars, ils commencent par jouer souvent de 16h comme ça, en allant. Donc, de 16h, ou bien disons de midi à 14h30, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Est-ce que vous comprenez? Et 6h, 7h à midi 30, vous devez couper vos machines. Par exemple, les scieries, les menuiseries, les moulins. Là, il y a de 7h jusqu'à midi 30, vous ne devez pas travailler. De midi 30, vous devez travailler de midi 30 à 14h30. Maintenant, vous coupez. De midi 30 à 14h30. Donc, les gens, on suppose que les gens sont en train de se reposer. Donc, maintenant, de 14h30 jusqu'à 17h30, vous continuez vos activités. Et maintenant, de 18h30 jusqu'à 22h, jusqu'à l'aube, vous ne devez plus travailler. Maintenant, il y a les bars aussi qui sont très présentement. Le problème, c'est les bars. Ils jouent à tout moment. Maintenant, le législateur a sorti le cas des bars pour expliquer que de 16h, bien de 17h, où on commençait leur activité là, à 22h, on peut jouer la musique à 10 décibels. 80 décibels. Maintenant, de 22h de 20h à 22h, ils doivent descendre à 55 décibels. Et maintenant, de 22h jusqu'au lendemain, ils doivent couper. De 22h jusqu'au lendemain. Ils doivent couper. Ça, c'est les bars et les buvettes. Ça, c'est les bars et les buvettes. Voilà. Donc, il y a quand vous prenez le décret qui venait de signer, vous allez voir tout dedans. Oui. Tout est... Auditeurs, auditrices, vous qui venez de nous rejoindre, vous qui nous suivez, l'arrêté est là. Vous pouvez aller tout simplement sur le site du gouvernement. Vous allez simplement télécharger pour en prendre davantage connaissance. Mais nous, ici, on profite de l'occasion pour, en tout cas, se rappeler, vous rappeler, tant soit peu ce qui est, en tout cas, écrit, ce que le législateur a prévu. Et parlant de cela, je veux qu'on revienne un peu sur le cas des églises, des mosquées. C'est vrai que les bars aussi en font autant. L'adjudant a essayé de me convaincre, oui, mais je m'attendais à ça, effectivement, parce que vraiment, actuellement, pour les bars, je me dis que soit ça doit être un casse-tête pour vous,
Parce que là, beaucoup ne respectent pas cette décision. Et je me demande comment est-ce que vous faites, c'est votre patrouille qui vous permet d'aller dans ces bars-là pour voir s'il y a ce bar-là qui émet déjà à 1000 ou à 1 kilomètre où on entend même le bruit de la musique et tout. Comment est-ce que ça se fait? Je peux dire que ça, c'est un gros travail qui vous attend ou que vous abattez déjà. Justement, nous recevons souvent de ces plaintes-là. C'est la voie royale, si je peux le dire, par lesquelles ces plaintes nous parviennent, où c'est les riverains qui sont les premières victimes de ces nuisances-là. Aujourd'hui, qui connaissent, ils savent bien que la NASAP gère de ces nuisances qui nous saisissent à travers notre ligne verte ou par des dépositions physiques. Et nous déployons pour essayer, comme je l'ai dit, la pédagogie d'abord, c'est ce que nous mettons devant, la sensibilisation, et la répression ne vient qu'en dernier moment. Ça, vous avez évoqué le problème des lieux de culte, notamment les mosquées, des églises. Il y a ce qui est maintenant communément appelé armée de midi. Voilà. C'est à midi vraiment que la prière doit donner. Ou la nuit tardive. Donc ces églises également, le législateur a prévu leur gestion, comment est-ce qu'il faut que cela soit géré. Mais sauf que dans cet arrêté interministériel, les fonctions, les attributions étaient claires. En ce qui concerne les nuisances produites par les lieux de culte, ce n'est que la direction des cultes qui a la compétence de gérer ça. La direction des cultes, les gouverneurs, les préfets, les maires, etc. Quant à ce qui concerne les bruits émis par les bars, les autres bruits, la NASAP et les mairies, voilà, la NASAP et les mairies, les gouverneurs, etc., les préfets et la police et la gendarmerie locale également sont cooptés pour gérer de ces nuisances-là. Donc, pour les nuisances causées par les églises, quand cela nous parvient, puisque les populations jusqu'ici n'arrivent pas à faire le distinguo, nous référons ces populations-là vers la direction des cultes, qui a en son sein sa propre stratégie de gérer ces nuisances-là. Et vous et moi, vous voyez que depuis un moment, il y a certaines églises qui avaient refusé d'obtempérer et qui ont été simplement et purement fermées. Donc là aussi, les sanctions tombent quand vous refusez d'obtempérer ou quand vous refusez de respecter le seuil minimal des décibels pour ne pas déranger. Ajoutant, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais ajouter là-bas aussi, c'est par rapport au culte, au lieu de culte. Vous-même, vous savez que c'est des cas un peu particuliers. Donc, nous, comme il vient de le dire, c'est la direction de culte. Mais nous faisons des conciliations aussi. Par exemple, les gens ne savent même pas qu'il y a une direction qui s'appelle direction des cultes. Quand il y a nuisance concernant l'église, on peut aller vers eux. Les gens ne le savent pas. C'est un kit, en même temps, c'est Hanazap. Comme ils savent que c'est Hanazap qui fait le travail, ils viennent vers nous. Mais nous n'allons pas aussi dire que nous n'allons pas le faire parce que le ministère des cultes nous donne, la direction des cultes nous a donné un peu cette force aussi de faire la conciliation. Le premier abord, on essaie de les discuter avec eux. Et on va les expliquer, effectivement, vous faites ceci, vous faites cela, vous devez arrêter, respecter. Et si ça ne va pas, s'il y a un deuxième cas, nous le faisons encore. Nous allons vers eux. La deuxième fois, nous les invitons aussi à notre bureau. Nous discutons avec eux, nous les montrons les tests. Mais si ça continue, c'est à ce moment qu'on les transfère vers le ministère des Cultes. Par rapport aux autres nuisances, nous sanctionnons. Quand ça ne va pas, nous sanctionnons. Mais au niveau des cultes, nous n'avons pas la force de sanctionner. Voilà, c'est ça que je voulais augmenter. Oui. Je voudrais aussi ajouter qu'il y a des exceptions par rapport à cet arrêté. Ce n'est pas systématiquement puni tout ce qui émet le bruit. Il y a des bruits émis où c'est bien circonscrit. Par exemple, quelqu'un qui veut faire un événement bien circoncis dans un temps donné. Vous voulez faire samedi un événement de 18h à 22h. Forcément, vous devrez d'abord obtenir une autorisation auprès de la commune qui est compétente. Et tous les services compétents pour vous d'octroyer cette autorisation. Et dans ce cas spécifique, comme c'est écrit dans un laps de temps où vous avez l'autorisation, quand même, on vous autorise juste pour un petit temps. Des veillées funèbres, par exemple. Voilà, où l'autorisation est vraiment donnée, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand cela devient périn et sans autorisation, là, on est en face d'une nuisance parce que là, la répétition amène vraiment à troubler la quiétude et la tranquillité des populations. Donc, je voulais relever cette exception-là. Alors, très rapidement, on sait que ça peut aller à la fermeture s'il s'agit d'une société, d'un bar. Ça peut aller à la fermeture s'il s'agit d'une église
ou en tout cas d'une entreprise, quelles sont les autres sanctions peut-être qu'on peut, comme vous le savez, quand on a demandé à la population de porter les casques avant de circuler, il a fallu que les gens aient une notion claire des sanctions. Ça dit que tu ne portes pas quand le policier t'arrête, tu paies 5 000 francs et les sanctions, en tout cas, allaient en grandissant. Alors, dans ce cadre spécifique, quelles sont les sanctions prévues selon les cas, par exemple? Ok. Merci beaucoup. Et il y a plusieurs sanctions, comme vous le direz, allant de simples avertissements jusqu'à des millions. Des millions. Selon des millions de francs à payer. À payer. Même peine d'emprisonnement, il y en a. Okay. Mais dans le cas dont vous venez de le dire, il y a des sensibilisations. Premièrement, il y a des sensibilisations. Vous sensibilisez toujours. On sensibilise. On prône sur la sensibilisation, comme M. Bidouka vient de dire. L'idée du premier responsable de NASAP, ce n'est pas de sanctionner. Oui. C'est de faire comprendre à la population qu'il y a une unité qui est là pour les faire comprendre des choses. Donc, nous le faisons comprendre. Mais le cas où on les fait comprendre, ils ne comprennent pas, on continue, ils ne comprennent pas. Bon, donc, finalement, quand je vous suis, je vois que finalement, il y a moins de sanctions. Mais ce n'est pas une faute. Vous prenez plus la sensibilisation que la sanction. Mais voilà. Il faut que les populations sachent qu'il y a des sanctions. Tout à fait. Si je peux ajouter avant que la jeune je voulais terminer avant que... J'allais en venir parce que aujourd'hui, de nos jours, c'est la sensibilisation. Si vous ne faites pas la sensibilisation et que vous... C'est comme si vous avez un enfant à la maison et à chaque fois qu'il fait quelque chose, vous le frappez. Un jour, il va se lever contre vous. Donc, quand tu lui parles, il va comprendre qu'il y a quelque chose et peut-être que sa conscience... pas comprendre, c'est bon. Okay, mais s'il ne comprend pas, il y a des sanctions dont j'allais en venir. Il y a des sanctions de saisie. Nous saisissons le matériel de musique. Si c'est un bar, par exemple. Si c'est un bar, c'est une buvette, bar, nous sanctionnons. Et nous prenons les matériels. On garde 1 semaine, 2 semaines. Ils viennent, on lui parle, on les laisse. S'ils continuent, nous prenons les matériels et nous les sanctionnons de 10 à 50 000. Une petite amende de 10 à 50 000. S'ils continuent, nous augmentons aussi l'amende, c'est comme ça. Voilà. Donc, mais les cas comme ça, c'est un peu rare. Quand nous saisissons et que nous faisons l'amende de 10 à 50 000, on paie 10 000, on fait 20 000, parce que nous savons que le temps aussi est dur. Donc, tout ça là, nous voyons tout ça là. Donc, ça fait que 2-3 fois, les gens arrivent à se ressaisir. Vous voulez ajouter? Oui, non, justement, à la suite de l'adjudant, c'est pour vous dire que l'objectif de tout ça, comme vous avez dit, c'est d'amener nos concitoyens à comprendre. Et il y en a qui comprennent juste. Avec les explications, avec des échanges, ça passe. La sanction également est une autre stratégie d'amener à comprendre. Parce que nous faisons cas, parfois à des cas de réticence ou à des cas même d'agression, que ce soit physique ou verbal, voilà, lors de nos sorties. Donc, si la répression n'est que le dernier recours pour faire comprendre à notre concitoyen, nous sommes obligés, puisque la loi également nous donne cette force. Oui. Voilà, à travers la loi a d'ailleurs prévu des sanctions à cet effet. Donc, c'est ce que j'ai voulu ajouter. Vous avez parlé très rapidement, vous avez parlé de la collaboration, vous avez juste écorché ça, en tout cas, vous avez touché le point. Mais peut-être très rapidement, comment ça se passe, cette collaboration avec les autres institutions, les autres entités, avec les communes, par exemple, avec, vous avez parlé même du district, du Grand Lomé, les préfectures et autres structures en place justement, dans ce sens. Parmi ces lots d'acteurs que vous avez cités, il faut reconnaître que les communes, le district, sont nos partenaires légaux. La loi sur la décentralisation, déjà en répartissant les tâches, définissent déjà le cadre de collaboration entre ces différents acteurs, la NASAP, les districts et les communes. Au niveau de la gestion des déchets, je l'ai effleuré au début de l'émission, pour rappeler que la gestion des déchets est répartie aujourd'hui en 2 séquences, si je peux le dire. Il y a d'abord la pré-collecte,
qui consiste à enlever les déchets des ménages vers un centre de regroupement ou bien un dépotoir intermédiaire. Ça, c'est l'apanage des communes. C'est la mission dévolue aux communes. Et la collecte, qui consiste à prendre les déchets des décharges intermédiaires vers AKP, est de l'apanage de la NASAP et du district. De la NASAP, qui s'occupe des communes d'Aguainivé et de la commune du Golfe 7, et du district qui s'occupe seulement des 6 autres communes du Golfe. Oui. Puisque vous savez que Lomé est divisé en 13 communes. Oui. Donc 6 dans le Golfe, 7 dans le Golfe et 6 d'Aguainivé. Donc la NASAP s'occupe des 6 communes d'Aguainivé et de la commune du Golfe 7. Et le district autonome du Grand Lomé s'occupe de la même mission de transport des déchets vers AKP pour les 6 autres communes du Golfe restantes. Oui. Voilà comment, en termes de gestion de transport, de gestion des déchets, voilà comment c'est. Donc, c'est ce que je disais au début, que c'est nos partenaires légaux, plutôt, si je peux le dire, avec qui nous travaillons, puisque la question environnementale de l'assainissement est tellement vaste et implique tout le monde, d'où la nécessité d'impliquer tous les acteurs. Les communes font ce qu'elles peuvent aujourd'hui. La NASAP essaye de faire également. Il y a d'autres acteurs. Nous avons les ONG qui sont engagés dans la protection de l'environnement, etc., les associations, les CTQ, tout le monde se bat parce que c'est une question d'intérêt général. Oui, peut-être que nous sommes, pour finir, puisque nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission, un mot, je vais vouloir que vous deux vous parliez parce que chacun aura peut-être à dire, mais spécialement par rapport à ces temps de pluie, à cette période, à cette saison de pluie que nous traversons. Il pleut plus à Lomé qu'à l'intérieur, apparemment, selon les informations qui nous parviennent. Et beaucoup de soucis observés également. La MPC, d'ailleurs, nous informe de ces lieux d'inondation, de ces cas d'inondation. Et c'est parfois déplorable. Pour avoir eu à discuter ici en émission avec le directeur de la communication de la NASAP, il a fait cas de ce que c'est plutôt les populations qui ne prennent pas des dispositions nécessaires pour éviter ce genre de situation. Mais aujourd'hui, quand, ça y est, comme on le dit, quand le vin est tiré, comment faut-il le boire? Qu'est-ce que ANASAP fait et quel est le message qu'il faut envoyer aujourd'hui à toutes ces populations, surtout dans cette logique-là? L'adjudant peut commencer. Là, bon, l'adjudant passe la main en attendant. D'accord. Je vais d'abord rappeler que les situations d'inondation que nous connaissons ne sont pas des situations que je vais dire comment ignorées. Oui. Puisque si vous suivez les informations, pas plus qu'hier, j'ai vu un peu dans la sous-région, certains pays ont suivi le Togo, voilà, le même phénomène. Voilà, où ailleurs même on parle des dizaines de morts lors de ces inondations-là. Et plus précisément au Togo, moi je dirais que nous rendons grâce à Dieu parce que pour l'instant, et j'espère bien que ça va être le cas, nous n'avons pas encore vraiment une seule victime de décès liée à ça. Cas, oui. Mais cela nous interpelle par rapport à nos différentes responsabilités, que ce soit des différents services techniques, que ce soit des gouvernants, ou que ce soit au niveau même de la population elle-même. Chacun à ce niveau a une part de responsabilité à jouer. Donc, commençons par nous, les populations. D'abord, la plupart des temps, nous contribuons à la recrudescence de ces inondations-là à travers certains actes que nous posons. Imaginez-vous quelqu'un qui balaie sa maison et qui trouve que le caniveau à sa devanture est un lieu de déversement des déchets. Et quand il pleut, ces déchets vont partir. Mais les conséquences, il ne les mesure pas. Donc, c'est autant d'actes que nous relevons au niveau des services techniques, au niveau surtout de la NASAP. Nous essayons de faire ce que nous pouvons à travers l'entretien régulier, comme vous l'avez dit, de ces canaux-là, les débarrasser des immondices et permettre à l'eau pluviale de passer facilement. Donc, nous demandons aux gens également de faire, chacun n'a qu'à jouer son rôle. Et aujourd'hui, il y a des petits gestes que nous devons observer pour ceux qui sont dans des cas d'inondation. C'est de savoir, à chaque fois qu'il y a plu, c'est de savoir tout à l'heure débrancher et éloigner tout ce qui est courant, qui peut être électrocuté. Pour les risques. Pour les risques. Également, c'est d'avoir cette aptitude de pouvoir aider les personnes vulnérables. Qu'est-ce que j'appelle les personnes vulnérables? Les personnes un peu âgées, les personnes en situation de handicap. C'est de penser à elles déjà pour voir comment faut-il les aider pour éviter de ces cas-là. Mais c'est aussi de savoir quitter les zones inondables. Si vous êtes dans une maison où
vous-même consciemment, vous savez que vous êtes dans le lit de l'eau. C'est le chemin naturel de l'eau. L'eau, c'est une force naturelle. Et quand il y a une certaine quantité, elle doit ruisseler, elle doit partir. Et si vous-même vous occupez le passage naturel de l'eau, vous-même arrivez à un certain moment, remettez-vous en question. Et si vous ne pouvez pas tout de suite dégager, mais autant de pluie, prenez les dispositions pour vraiment vous mettre à l'abri, quoi. Donc, c'est autant de petits gestes que nous devons vraiment observer en attendant que vraiment les services techniques nous viennent en aide. Sinon, je voulais rappeler aussi que la NASA fait partie de cette organisation mise en place par l'autorité, le plan ORSEC, entendez par là Organisation de secours en cas de catastrophe, qui regroupe justement, vous l'avez dit, la NPC, le ministère de la Sécurité, la Santé, les Affaires sociales, la NASA, pour faire face aux d'éventuels cas de forces majeures, donc que ce soit les inondations, etc. Donc, c'est dans ce cadre que nous collaborons avec ces différents services pour vraiment venir en aide à la population. Et actuellement, les services techniques sont à pied d'œuvre pour essayer de diminuer la quantité d'eau dans les bassins à travers les systèmes de pompage ou de faire les curages pour permettre à l'eau de couler. Donc, sur le plan technique, ces services-là, aujourd'hui, sont à pied d'œuvre pour vraiment essayer de sauver ce qu'on peut faire pour éviter vraiment la catastrophe. Oui. Adjudant. Merci beaucoup. Et nous déplorons aussi ces cas d'inondation et que les services techniques mis en place par le gouvernement sont à pied d'œuvre pour essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Mais ce que je voulais ajouter aussi, que ceux qui vivent dans les nids des fleuves et des bassins, tout ça là, n'ont qu'à quitter. Quand ils sont dans la saison sèche, bon, on peut comprendre qu'ils peuvent se débrouiller, mais quand la pluie commence, ils doivent quitter ces endroits. Souvent là où on a l'habitude de les amener, parce que l'État a des situations intermédiaires là où il faut amener les gens. Eux-mêmes, délibérément, ils n'ont qu'à quitter pour venir. Il ne faut pas qu'ils attendent que les choses arrivent avant qu'ils ne cherchent des secours. C'est pas bien. Même parfois, pour ces secours-là, c'est pas évident. C'est pas évident. Vous risquez de nager et si vous n'arrivez pas à destination... Il a parlé des vieux et des gens vulnérables. Oui. Des vieux, des vieilles, des enfants. Des enfants, oui. Alors, donc, chercher à quitter, ils n'ont qu'à chercher à quitter ces endroits. En plus de ça, ce qui vraiment, l'incivisme dont nous sommes en train de parler, ce qui gangrène la population togolaise, le fait de transporter les déchets de leur maison et venir déposer dans les caniveaux. Donc, c'est des choses qui se font réellement. Qui se font réellement. Il y a des Moi, j'ai cru que peut-être que c'est en balayant, peut-être il y a eu quelques ordures. Je vous donne l'exemple des poubelles que la NASAP a mis au bord de chaque route. Personne n'en fait usage. Qu'est-ce que leur usage, c'est quoi? Ils transforment les déchets de la maison pour venir mettre dans ces poubelles-là. Alors que ces poubelles sont faits pour... C'est pas un lieu de transit. Non. J'ai bien voulu que les agents, en tout cas, qu'on nous envoie, ne serait-ce qu'une personne ressource dans le cadre des entretiens ou ceux qui ramassent les ordures, ou ceux qui sont dans la pré-collecte, c'est ça, non? Oui. Il y en a, aujourd'hui, il y a des mairies qui se sont organisées particulièrement pour ça, pour qu'on leur demande également comment est-ce que ça se passe. Est-ce que les gens n'arrivent pas comment est-ce que ça se passe? Les gens ne souscrivent pas. C'est tout un débat. C'est tout un débat. Tout un débat, on va revenir. Le système de pré-collecte. Il faut qu'on revienne là-dessus. Voilà, c'est toute une thématique. Parce que là, chaque fois, le sujet revient. Voilà. Le sujet revient. La mairie, le système de pré-collecte qui n'est pas bien. C'est là où il faut revoir. Et si vous êtes d'accord, on va revenir sur ce sujet. Et si M. Ourna nous écoute, veuillez tout faire pour nous envoyer une personne ressource pour que prochainement, débattant sur ce sujet, surtout nous allons vouloir que ça soit interactif, que l'émission soit interactive et que les populations, les auditeurs, auditrices interviennent directement pour aussi donner leur point de vue sur la question. Prochainement, c'est ce qu'on va faire et c'est promis. On va tout faire pour qu'une personne ressource dans la pré-collecte soit là et ça sera beaucoup plus intéressant. Parce que vous aussi, vous faites votre part, mais comment est-ce que ça se passe de l'autre côté? Vous n'avez pas la prérogative. On va beaucoup plus travailler là-dessus. Merci à vous. Je veux dire merci à M. Bitoka Désiré. Vous êtes chef division communication à NASAP. Ça a été un grand plaisir de vous avoir reçu ici. Merci beaucoup, M. Jacques. C'est plutôt à nous de vous remercier pour l'ouverture de vos antennes pour passer ces messages. Et je voudrais placer un mot pour finir
pour dire que tous ces débats et cet esprit au niveau de l'autorité ne visent pas forcément à la sanction. Mais je voudrais que tous les citoyens togolais que nous sommes, que nous voyons ça dans le sens positif. L'amélioration des conditions pour que chacun vive sans bruit va de la quiétude, de l'intérêt de tout le monde. Un pays ne peut pas se développer dans les bruits. Donc, les tests ne sont pas pris à l'encontre de quelques citoyens que ce soit, mais c'est plutôt pour vraiment harmoniser notre système et le vivre ensemble surtout, très important. Le vivre ensemble. Merci également à l'adjudant de police Agouda Tchanie Tagba, qui a accepté également être là pour partager ce moment de communication, d'explication avec vous, les auditeurs, auditrices qui nous avez suivis, qui nous suivaient et qui nous suivront. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et merci beaucoup aussi aux auditeurs. Et la population n'a qu'à comprendre que avant qu'un pays se développe, ce développement doit commencer par nous-mêmes, dans nos maisons. Oui. Donc chacun n'a qu'à se mettre en tête que je veux l'évolution de mon pays et que ça doit commencer par moi-même. Quand ça commence par moi-même, les autres vont suivre et un jour, on dira merci et au législateur qui est derrière nous, non seulement pour nous chatuer, mais pour nous montrer les bonnes choses aussi. À ce que la question du vivre ensemble soit effective. Oui. Merci à vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous pourrez suivre cette émission en rediffusion à partir de 20h sur la radio Réole. Et ça sera disponible en podcast. Vous pourrez le télécharger cette émission en audio. Également, suivre sur notre chaîne YouTube la version directe que nous avons eue. Merci à vous. Et avant de terminer, nous allons tout simplement